Allons-y, asseyons-nous Robert, bonjour, merci d'être avec nous. Un mot peut-être sur Illumine Technologies, parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément. Donc Illumine Technologies, c'est une scale-up qui aujourd'hui est en France dans le domaine de l'IA, regroupe plus d'une centaine d'experts. On est né dans le berceau de l'université Paris-Saclay, de Centrale Supélec, avec de nombreux partenariats académiques et de recherche, et on réalise deux types d'activités, à la fois des projets sur mesure en IA qui vont répondre à des besoins complexes d'entreprises, et on verra comment la plateforme dont je vous parlerai après répond à ce sujet d'industrialisation en année 2025 de ces projets. Et puis on a un certain nombre de produits qu'on a réalisés qui répondent aux deux stratégies des grandes entreprises, soit de faire des solutions sur mesure, soit d'acheter des solutions pour accélérer la mise sur le marché de cette IA et de cette IA générative. Comment on fait aujourd'hui pour rassembler des ingénieurs, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de talents en France, mais que voilà, les talents, notamment en IA, on doit se battre pour les chercher, parce qu'il y a aussi des sociétés américaines qui s'installent en France et qui viennent chercher aussi nos talents. Comment Illumine réussit à... C'est une centaine d'ingénieurs, hein, je crois, pointus. Oui. Alors oui, bien entendu, il y a le projet et tout ça, mais voilà, c'est quoi la recette? La recette, c'est d'être en capacité de créer, on a une équipe de R&D de plus de 25 personnes chez Illumine, c'est de créer des travaux de recherche, d'avoir de la R&D, donc d'être capable d'accueillir les meilleurs chercheurs dans les équipes. Là, on voit sur ce slide des travaux de recherche qu'on a fait sur l'année 2024. Colpali, qui est un système qui est utilisé dans le RAG, la recherche de documents, et une publication qui a été utilisée par plus d'une centaine de laboratoires de recherche à travers le monde, par toute une série de grands acteurs de la tech qui sont même pas des acteurs français. Donc ça veut dire qu'il faut être capable, comme ça a été dit en introduction, d'être des contributeurs. Les meilleurs talents, ils ont envie d'être dans des clusters au meilleur niveau. Et puis on a la chance en France d'avoir ces grands clusters qui se créent et qui permettent d'avoir des mélanges et je trouve que c'est une spécificité assez française d'avoir à la fois des chercheurs et des chercheurs-ingénieurs, des gens qui vont avoir cette capacité d'ingénierie aussi pour mettre ces technologies en industrie, et donc d'être le partenaire de recherche appliquée entre des travaux plus fondamentaux et ce qui se passe dans l'industrie, dans les besoins des entreprises. Et puis de créer des partenariats avec des grandes entreprises qui elles-mêmes font beaucoup de recherches, et toutes les écoles et universités du plateau de Saclay sont très riches. Alors là, on vient de rentrer avec vous dans la première des grandes catégories qu'on va aborder aujourd'hui, donc autour des LLM, de l'IA générative appliquée au métier. Parlez-nous un peu de votre plateforme. Je ne sais pas s'il faut avec la petite zapette. Voilà, avec la zapette. Nous dire un petit peu comment cette plateforme peut être à la fois souveraine, ouverte, éthique, frugale et performante. Tout à fait. Alors je prends ce petit bout de slide du Gartner qui est assez simple, mais finalement qui montre bien tous les enjeux qui vont être ceux de la souveraineté, qui montre une application, un système d'IA générative avec ses 4 couches. La plus basse, qui est les infrastructures sur lesquelles on fait tourner ces systèmes, les modèles, les différents types de modèles qu'on utilise. Tout en haut, la couche des applications qu'on va développer pour les clients finaux. Et puis, il y a toute une couche d'engineering tools, c'est de se dire comment on fait fonctionner, comment on orchestre sur une application complexe. Alors, quand on a Copilot ou Visual Studio, on a tout built-in, tout en un. Mais aujourd'hui, le challenge est récemment sur un événement qu'organisait le BCG, il identifiait que les grandes entreprises qui aujourd'hui réussissent les mieux le déploiement de l'IA générative, c'est en le concentrant sur un nombre de cas réduit et sur des cas cœur de valeur dans leurs entreprises. C'est-à-dire qu'il y a l'effet copilote qui est de dire je donne de l'IA générative à tout le monde dans l'organisation, mais une autre stratégie qui est de se dire je le concentre sur des éléments clés de valeur de ma propre entreprise. Et donc là, on trouve
en fait, sur ces 3 couches, les challenges de réflexion sur la souveraineté et ou l'indépendance technologique. C'est-à-dire de se dire, mes infrastructures sur lesquelles je vais faire tourner mes systèmes d'IA générative, je vais les choisir sur des clouds qui sont des hyperscalers ou des clouds souverains ou des clouds publics. Je vais pouvoir, même dans un certain nombre de cas de figure, très souverain on-premise dans mes environnements. Et puis, j'ai toute une offre depuis 2023 de choix sur la partie des modèles, des acteurs. On a parlé de Mistral qui sont à la fois dans des modèles commerciaux, des modèles également open source. Et donc, la capacité de pouvoir orchestrer toute une gamme de modèles. On verra aussi dans les tendances de fond le fait de se dire que des petits modèles, des modèles qui vont être frugales, qui vont consommer moins, vont avoir des performances et des impacts très forts. Et puis cette couche d'engineering, c'est-à-dire de se dire quels outils on utilise pour développer à l'échelle des applications d'IA générative. Et aujourd'hui, existent des solutions dans le domaine de l'open source qui bougent beaucoup, qui sont assez riches mais assez instables, et des solutions que proposent pour une partie des hyperscalers. Et c'est sur ce segment que Killwind, ayant développé toute une série de produits, a décidé d'investir de façon très forte avec sa plateforme Next. Et donc, je mets ça en introduction parce que c'est un élément clé. Aujourd'hui, les DSI, les data labs des grandes entreprises, ça montre en fait que l'une des premières barrières à l'implémentation de cas d'usage à grande échelle, c'est un sujet technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre faire un POC, on parlait tout à l'heure de POC, dans une sorte de bac à sable, et mettre à l'échelle un projet dans une grande entreprise, il y a un monde. Il y a un monde parce qu'il va falloir orchestrer ces modèles, faire ses choix. Et puis, on est passé d'une année 2023 où on a testé des choses, 2024 fait beaucoup de POC et fait des premières mises à l'échelle, à une phase où est arrivée aussi l'addition, c'est-à-dire des entreprises qui se sont dit, voilà, maintenant j'ai identifié 40 use cases critiques pour mon organisation. Voilà quel est le coût avec tel type de modèle, quel coût, et donc comment orchestrer tout ça. Et donc, si on revoit ces 4 couches dans le format de ce que permet les solutions d'Killwind, on va retrouver les infrastructures et on travaille avec tous les clouders souverains, les hyperscalers. Mais c'est vrai qu'on a des relations particulières avec toute une série de clouders souverains. Les modèles, on retrouve la couche de modèles avec ceux qui ont été évoqués, toute la tendance qui est ce qu'on appelle les SLM, les Small Language Models, qui vont être des modèles plus petits, spécialisés sur des tâches particulières. Plus sur mesure, c'est ça ? Plus sur mesure, beaucoup moins gourmands en capacité de traitement, beaucoup plus simples en capacité d'installation, mais plus spécialisés. Donc, ils sont moins couteau suisse que des grands LLM. Et puis, couche d'intégration, et puis en amont, stratégie qu'ont les ETI ou qu'ont les grands groupes, de se dire je fais des projets sur mesure parce que j'ai les capacités d'investissement dans mon organisation, et je fais du sur mesure, du make, ou je vais acheter des produits. Killwind en propose dans toute une série de demandes dans le domaine du traitement documentaire, du traitement des conversations ou de la voix, mais la capacité d'avoir ces 2 stratégies. Oui, pour vous, ce sera plus productif de faire plutôt du sur-mesure que de prendre un grand modèle en essayant de répondre, en disant c'est un modèle un peu qui va répondre un peu à tout. On peut faire du sur-mesure en ayant, et c'est ce que va permettre la plateforme Nest, en orchestrant un très gros modèle pour un moment donné, pour une tâche précise, parce qu'on va avoir besoin de toute la puissance d'un très gros modèle pour faire tel élément. Et puis, dans une autre séquence de ce projet sur mesure, on va pouvoir utiliser un modèle beaucoup plus frugal. Et donc, c'est ce challenge-là d'orchestration, et c'est ce challenge-là qui permet aussi de la souveraineté, parce que finalement, on va pouvoir décider de ses choix à tout moment. Et pour nous, quand on interroge ou quand on travaille avec nos clients sur ce sujet de la souveraineté, c'est de ne pas se créer de dépendance économique, parce que, avant technologique, parce qu'il y a aussi l'aspect économique, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on paye
un abonnement à des hyperscalers de X euros par mois, on ne sait pas ce que deviendra ce X euros par mois dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc la dépendance, elle est technologique, mais elle est aussi potentiellement dans le temps et économique de façon forte. Donc le challenge de toutes les organisations, c'est de pouvoir changer, brancher, débrancher, parce qu'il y a un modèle qui arrive qui est très performant et qui permet de résoudre un problème beaucoup plus complexe, ou parce que je veux me dire, j'ai mes 40 cas d'usage et par exemple, je fais les résumés de conversation avec mes conseillers clients. Bah, peut-être qu'un modèle qui est plus frugal, qui fait des résumés un peu plus simples, ça va bien faire le job, c'est un peu moins cher, c'est plus frugal pour la planète et ça répond bien aux enjeux. Donc ça, c'est un peu cette picture générale. Et ce qu'on voit qui sont les grandes tendances, et mettre un petit peu d'explication derrière, parce que pour pas que ça soit que des buzzwords derrière ces trois mots-là. Le sujet des agentiques, l'idée des agents, c'est de se dire, voilà, j'ai un grand problème complexe et des problèmes de plus en plus complexes, et je vais, entre guillemets, simplifier mon problème ou spécialiser un certain nombre d'IA qui vont communiquer entre elles et qui vont être spécialisées sur des sujets particuliers. Donc ça existe depuis les premières générations d'intelligence artificielle, c'est-à-dire quand j'ai un grand problème complexe, je spécialise avec des agents. L'IA générative leur donne une dimension particulière parce que ce sont de façon sous-jacente des modèles génératifs qui vont permettre de faire ça. On a des challenges de performance sur ces agents parce qu'un agent qui est très performant à 90%, bah, s'il passe la main à 3 agents qui ont ce même type de performance, on est sur des niveaux de performance qui peuvent, dans des cas où on aide l'humain, qui peuvent être très utiles, mais si on doit faire un travail pour aider un médecin à faire un diagnostic, on est sur des niveaux de performance qui sont encore en devenir. Des sujets de sécurité, de gouvernance et d'orchestration. Donc ça, c'est le sujet de ces agents, c'est-à-dire de la façon dont on va organiser cette IA générative dans les organisations. Le sujet de multimodalité, c'est vraiment une tendance de fond de se dire, en entrée de mes modèles, j'ai la voix, j'ai du texte, j'ai des images, je suis avec ma vidéo, là je regarde cette salle, etc. Et je vais avoir des éléments qui vont me permettre d'interagir avec ces différents modèles. Et là, on a des différents modèles de maturité. On voit du speech-to-speech, des gens qui parlent quasiment de façon courante. Mais est-ce que ces modèles ils sont encore assez matures d'adaptation? Et ce sujet d'orchestration. Et puis, ces small language models, ces petits modèles, ce qu'on appelle cette composite AI. Composite AI, ça veut juste dire de mélanger des générations d'IA différentes. C'est-à-dire l'IA générative n'est pas l'alpha et l'oméga de toutes les implémentations. Il y a des tas d'entreprises qui ont des générations d'IA précédentes, symboliques, de deep learning, etc., qui sont extrêmement performantes et qu'il faut continuer à pouvoir utiliser. Et donc, on a un challenge d'orchestration de ces agents, de ces médias de modalités et de ces différents types de modèles. Et donc, pour pour répondre aux challenges qui nous semblent être ceux de 2025, c'est-à-dire d'une année d'industrialisation dans beaucoup d'organisations. On a parlé tout à l'heure dans cette introduction d'accélération, c'est de se dire, voilà, on a des données très variées et on a ce passage à l'échelle, avec de la maîtrise de coûts et des niveaux de performance qui est très important. C'est-à-dire ce sujet des coûts, il vient en plus dans un contexte économique qui est pour toutes les entreprises pas nécessairement simple, de dire comment j'ai toute la promesse que peut m'apporter cette IA générative, mais à un coût qui est raisonnable pour mon organisation. Un sujet de se dire il faut pas faire arriver des porte-avions pour faire des choses simples. Et donc, ces IA composites, elles ont aussi la vertu de se dire l'impact environnemental de
de ce qu'on met en place dans une organisation, c'est un vrai sujet. Quand on voit les sujets sur la consommation d'eau, la consommation d'énergie des data centers et la tendance que ça prend, ça passe d'un sujet de périphérie à un sujet vraiment qui deviendra un sujet de préoccupation très fort pour les organisations. Il y a un terme que vous n'avez pas employé qui, je pense, intéresse beaucoup de monde, c'est l'open source, l'importance de l'open source aussi dans ce domaine. Oui, tout à fait. J'y suis passé rapidement dans les différents types de modèles. Aujourd'hui, ce qui a été ouvert en mars ou juin 2023 avec l'ouverture de l'open source dans les modèles et dans les technologies permet à des entreprises qui le maîtrisent bien et qui peuvent faire ces choix de garder de la souveraineté et de se dire, c'est vrai que c'est un élément qui fait que dans l'orchestration globale de différentes technologies, nous, on prône la mise en place de modèles open source. Dans la liste des travaux de recherche, on a fait un modèle simple, frugal, croissant LLM avec laboratoire de Centrale Supélec en début d'année, qui montre que l'open source est modèle qui a été totalement open sourcé sur ses poids, sur son fonctionnement, et toute la communauté française qui travaille et qui intervient beaucoup dans le fait de proposer des communs numériques dans l'open source. Pour moi, c'est un facteur de sa vitalité dans la capacité souveraine du pays ou de l'Europe sur ces projets, parce qu'on a beaucoup parlé de la France, mais il y a beaucoup de travaux entre des universités de recherche en Europe on a récemment, avec Centrale Supélec, fait un modèle européen, un LLM avec des laboratoires en Espagne, en Allemagne, donc très important. Et le sujet, on a un état de l'art qui est foisonnant, on a des hyperscalers qui sont très puissants dans leur marketing, c'est-à-dire au-delà de leur capacité technologique, dans ce qui a été dit précédemment et la mission de la French Tech ou des différents acteurs, c'est de se dire comment on est aussi meilleur en tant qu'acteur en IA en France, en marketing, c'est-à-dire peut-être pas la mauvaise facette du marketing, mais être capable de convaincre que les technologies qu'on a développées répondent bien aux attentes de nos clients. Et là où sont très forts des clients qui reviennent d'une conférence d'un grand acteur mondial du CRM, en se disant j'ai découvert tous les éléments de l'IA, chose qu'on aurait pu lui apporter de façon différente. Et donc là, il y a aussi un sujet de sécurité qui est vraiment de plus en plus prégnant dans les organisations par rapport à ces IA. Deux types de sujets de sécurité. Un type de sujet de sécurité des résultats, c'est-à-dire le fait de dire que beaucoup d'organisations font attention à mettre en place des IA face à leurs clients parce qu'elles ont peur des résultats, et ce qui est dans le cadre de l'AI Act européen fait que tout le monde est responsable en cascade de ce qui est mis en production. Donc le fait de se dire l'aspect sécurité et puis la sécurité sur les infrastructures. Et donc, ça me permet de faire une parenthèse sur ce qui a été dit sur des scale-up comme nous ou d'autres startups versus des très grands groupes. C'est la capacité aussi de contractualisation avec des grands groupes. Et ça, c'est un élément très fort parce que les grands groupes ou ces hyperscalers vont imposer des conditions contractuelles qui ne vont pas être énormément négociées avec des grands groupes. Et ces mêmes grands groupes vont imposer des conditions contractuelles à des acteurs plus petits sur des plafonds de responsabilité, toute une série de choses qui doivent être contrôlées, mais qui des fois rendent la contractualisation plus simple avec des très grands groupes et des hyperscalers qu'avec des sociétés de taille intermédiaire. Et enfin, générer ces générations d'IA. Juste un mot de conclusion pour pas trop dépasser le temps. Oui, donc je voulais vous présenter, je la mettrai à disposition. Alors, je vais la zapper, une petite présentation de la plateforme, si on veut rester dans le temps. Ce qui est important dans cette plateforme de développement et d'orchestration, c'est la capacité aussi de se dire
qu'elle permet à ces acteurs, dans des domaines très régaliens de défense, de santé, etc., d'être très indépendants, d'être en synergie avec les différents acteurs et de ne pas créer de dépendance vis-à-vis d'Illwin même, puisqu'on se veut être un contributeur, notamment dans cette communauté open source. Voilà, et de toute façon, on aura l'occasion. Il y a un kiosque en bas. On est tout à fait présent, voilà, donc on peut répondre à toutes vos questions. Merci Robert. Vous restez avec nous parce que justement, on peut applaudir Robert.